mal de promouvoir ses bonnes actions sur les réseaux sociaux. Fares Salvatore qui a réussi à faire une admirable levée de fonds pendant le ramadan pour les nécessiteux. Magnifique, je sais pas d'autres mots. Ce qui est beau, c'est que c'est en indépendant. Moi, c'est ça tout de suite qui est... Franchement, c'est fort. Parmi nous, nous avons une personne qui fait des expériences sociales. Alors, explique-nous la genèse du projet et pourquoi tu as fait cette expérience sociale. J'étais tombé sur une vidéo où je voyais un influenceur mentir, tout simplement, et se filmer. En fait, il s'était fait filmer en cachette pendant qu'il faisait le bon samaritain tout gentil, qui fait du bien. Et en fait, c'est comme si tu avais pranké la personne qui t'a filmé parce que lui, tu le connaissais pas. Il y a d'autres séquences où je vais un peu loin, où j'ai fait kidnapper une petite fille. On va revenir sur les séismes en Turquie avec le magnéto numéro 3. Hier soir, ça a monté un petit peu dans les tons. On a remarqué qu'il était en train de nous embobiner et en train de se faire, une image de marque pour son propre compte, mais sur le malheur d'ici de ce qui s'est passé en Turquie. Et ça nous a révoltés. Alors voilà, c'est le bad buzz de Dylan Thierry qui a eu il y a quelques mois, quelques semaines. Walid, donc du coup là, je pense que tu faisais référence à lui quand tu parlais des problèmes. Effectivement. Pas que lui, hein, il y en a pas que lui. Tu l'as croisé, lui, Walid ? Moi, je ne l'ai pas croisé parce qu'on n'était pas aux mêmes endroits. En fait, il y avait plusieurs endroits en Turquie. Je précise quand même, petite parenthèse rapide, c'est que nous, on avait essayé aussi d'aller en Syrie. En fait, on n'a pas réussi du tout par rapport aux autorisations locales. C'est-à-dire que si je parle principalement de la Turquie, et pourquoi nous, on a fait une intervention en Turquie et en Syrie sur le plan du matériel, etc., de fonds. Par contre, sur le plan pratique, c'est-à-dire se rendre sur place et apporter une aide médicale, on a réussi qu'en Turquie et on a tout fait pour le faire en Syrie. On n'a pas réussi par rapport au conflit politique. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, sur ce qui s'est passé, par exemple. Alors moi, je ne vais pas accuser Dylan Thierry parce que je ne sais pas combien de temps il est resté, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. Je pense qu'il y a aussi une histoire il y a une présomption d'innocence. On a vu certaines vidéos. Les images sont quand même assez. En fait, les images. En fait, parfois, dans tous les cas, moi, j'ai eu deux moments avec cet influenceur. Il y a eu le moment, en fait, où on se disait qu'il avait une forme de pouvoir qui permettait, en fait, comme on disait depuis le début, de favoriser, de mobiliser les gens. Donc il y a eu ces moments-là où il faisait des cagnottes, etc. Et là, on découvre de plus en plus que c'est dramatique. Et que ce qu'il fait, toujours pareil, au conditionnel. Ce qu'il ferait, c'est quand même pas du tout acceptable, qu'il faut dénoncer. Et on sait même d'ailleurs qu'il a attaqué, il va probablement être attaqué sur le plan juridique. Ouais, pour faire un petit rappel, donc Dylan Thierry, il est accusé d'un bon nombre de choses, donc détournement de fonds sur les cagnottes associatives, instrumentalisation de la misère sociale sur les réseaux sociaux, notamment lors du dernier séisme en Turquie où on le voyait se pavaner sur les décombres, puis en parallèle promouvoir un hôtel de luxe à des kilomètres des villes détruites. Donc aujourd'hui, on découvre de nouvelles choses, parce que voilà, on fait partie quand même de l'actualité. Donc Booba, il a diffusé des audios dans lesquels on entend Dylan énoncer ses nouvelles idées pour faire de l'argent. Donc entre autres, on ne va pas revenir sur toutes les choses dont il sera accusé, mais il y aurait quand même des histoires de trafic d'enfants à Madagascar, d'adoption illégale contre 100 000 euros. Donc là, Dylan Thierry fait l'objet de 5 plaintes dans un autre volet de ses activités associatives pour escroquerie, abus de confiance. Il est quand même suivi par 1,6 million de personnes. Est-ce que c'est dangereux ce genre de personnage, Aziza ? Mais, à partir du moment où on est exposé à un tel point, oui, ça devient dangereux, bien sûr. Bien sûr, c'est délétère déjà. C'est délétère parce que les autres personnes en fait qui font un réel travail sur le terrain vont en pâtir. Et puis Walid, il nous l'a bien expliqué. C'est quand même assez triste de voir ça. Voilà. Alors cette personne a certainement besoin d'aide à un certain niveau, parce que pour en arriver là, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, je crois en l'humanité, donc je ne crois pas qu'on vient au monde en ayant des bassesses comme ça, d'âme, d'esprit, voilà, ou de. D'où ça vient, quoi. Voilà, exactement. Et c'est le côté pervers justement, où l'image de soi, en fait, elle arrive à être complètement écorchée.
Donc on cherche toujours plus. Et où est-ce qu'on s'arrête ? Voilà. Il y en a qui n'ont pas de limite malheureusement. Donc là, il y a 2 députés, Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta, qui ont saisi la procureure de la République pour alerter des agissements de l'influenceur. Donc pensez-vous qu'il faut le punir ? Donc Nabil. Déjà, les députés ont bougé, mais il faut bien comprendre que ça vient de Booba aussi. Booba n'avait pas fait la cause, on n'aurait pas eu tout ça sur lui. Donc Booba, il a quand même fait un travail sur d'investigation entre guillemets, même si normalement c'est pas son rôle à lui de faire ça, mais les gens ils bougent pas, donc mais en tant que citoyen je crois qu'on peut tous faire bouger les lignes maintenant. C'est quand même dramatique de se dire qu'on a besoin aujourd'hui en France de personnalités comme Booba pour en fait tout simplement dénoncer certains faits. À un moment donné, parce que si ça avait été vous ou moi, on n'aurait jamais pu sortir ça. Bien sûr. Booba avec la notoriété qu'il a, tout ça, on serait pas là si lui il n'avait pas bougé justement. Ça vous est déjà arrivé à vous, par exemple, qui êtes vraiment très actif sur les réseaux sociaux, d'être confronté à des personnages comme ça qui veulent vraiment que le clout, que le buzz, qui cherchent... Moi j'ai pas eu ça, mais quand on me dit que je suis un influenceur, je le prends mal. Il y a un côté péjoratif, au terme. Mais tout le monde, après, c'est vrai que le monde, il est vraiment diabolisé. Le mot influenceur est diabolisé, surtout dans les médias actuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde influence d'une manière ou d'une autre. Oui. Le plus gros influenceur du monde, c'est quand même Cristiano Ronaldo, les gars. C'est vrai que voilà, la personne, l'homme le plus suivi sur Instagram, etc. Donc en fait, il faudrait juste revisiter le mot. Voilà, revisiter le mot et remettre ses limites. Et après, je pense pas que tout le monde a le réflexe de se dire voilà, telle personne, c'est un influenceur, c'est un arnaqueur. Alors si tu parles comme ça, oui, je suis d'accord. Il y a des hommes qui m'inspirent comme The Rock, tout ça, c'est normal. Oui, on l'avait compris là. C'est des hommes qui nous inspirent, bien sûr, parce que ça va avec le mode de vie qu'on a. Oui, bien sûr. Gold's Gym, Venice, c'est l'âge d'or du culturisme. C'est un lifestyle, donc forcément, oui. Après, je les vois pas comme des influenceurs. Je vois plus, ils m'inspirent, c'est tout. Oui. Je sais pas, j'arrive vraiment pas avec ce mot-là. En fait, c'est un mot nouveau aussi qui correspond à la genèse de quelque chose de nouveau, avec cette génération. Quand justement, tu le disais tout à l'heure, on est au 21e siècle, ça a pris beaucoup d'ampleur et c'est pour ça que ça a apparu toutes les pratiques. On va dire que c'est une zone de non-droit. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réglementation sur l'influence, sur les pratiques commerciales trompeuses, etc. Moi, je le rejoins, mais pour moi, l'influence, c'est des gens qui changent vraiment l'humanité. Ça va être Malcolm X. Ça va être Rosa Parks. Je suis d'accord et pas d'accord. Après, chaque influence a sa part. Quand on voit, par exemple, dernièrement, voilà, le Dalai Lama, ce qui s'est passé, alors qu'il est adoré par des milliers de personnes, Gandhi également, les histoires. Dire, est-ce que personne n'est parfait? C'est pour ça que ce mot-là, c'est devenu un mot un peu peut-être fourre-tout ou poubelle. Voilà. Donc après, à chacun, parce qu'en tant qu'être humain, chacun on influence tous. Juste, il ne faut pas avoir une vision manichéenne du monde, à se dire oui, telle personne c'est un influenceur, alors c'est quelqu'un de mauvais qui arnaque les gens et tout ça. Faut pas, on est des êtres humains avant tout, donc avec nos aspérités. Et tu demandais ce que ça pouvait refléter. En fait, moi je pense que ce sont des gens, lorsqu'ils vont dans des extrêmes comme ça, qui ont un mal-être profond. Ça, j'en suis persuadée, et qui manquent d'amour intérieur. Ça expliquerait aussi pourquoi il s'est converti à l'islam en live, devant tout le monde. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité de vouloir montrer aux gens sa valeur, pour pouvoir avoir la validation d'autrui et pour pouvoir se sentir important auprès d'une certaine communauté. Il y a des choses quand même qui doivent rester de l'ordre du privé. De l'intimité, de la pudeur. On ne peut pas en fait commencer à dire voilà, je suis sur une zone de séisme et à côté de ça, avoir un manque de pudeur ou de délicatesse et montrer un 5 étoiles. C'est impossible, c'est de la maladresse en fait. Voilà. En fait, le gars, il est tellement... C'est pour ça qu'il faut recentrer les choses. Parfois c'est calculé, de sa vraie vie en fait, calculé, parfois c'est fait exprès. Lui en fait c'est un mec de télé-réalité qui fait la fête, qui a des histoires, on entend des histoires où il fait des grosses after-parties dans des hôtels avec des machins et en parallèle un truc diamétralement opposé où il veut montrer qu'il fait le bien, qu'il des photos à la Mecque où il embrasse sa mère sur le front. Mais on peut être tout à la fois, c'est-à-dire qu'on est complexe. D'accord. Moi, je crois que, je pense à mal à le suivre. Oui, je pense à une actrice que j'ai en tête, une actrice qui cartonne, qui est solaire, etc. Et elle est toujours dans un cadre pro sur son image. Et on verra jamais si elle a énormément de sous ou pas.
par exemple. Ouais. Après, ça, c'est des convictions personnelles. Exactement. Mais c'est pas l'éducation aussi, la pudeur. Et elle, de pas trop, exactement. Voilà. Elle explique qu'il faut avoir de la pudeur et de la délicatesse envers des gens qui auraient moins, qui ne pourraient pas accéder, etc. Exactement. Voilà. Mais Exactement. pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle vit pas des choses extraordinaires. C'est une question d'éducation. Et après, tu parlais de maladresse. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, tu n'as plus le droit, en fait. Oui. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. tu n'as pas le droit d'être maladroit, en fait. Donc, toi, tu estimes que quand on a un certain nombre d'abonnés et une certaine influence auprès du monde, on se doit d'avoir des valeurs morales et une... Parce que c'est trop facile, en fait. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'à un moment donné, en fait, c'est un métier. C'est un métier qui est justement d'image. Donc ça veut dire on peut pas d'un côté dire l'image est mon business, et de l'autre côté finalement se dédouaner en disant oui mais c'était un peu maladroit, etc. Ouais. Je pense que même si ça l'est, en fait, pour moi ils n'ont pas le droit d'être maladroits. Je pense aussi que l'impact aussi vis-à-vis de Dylan, parce qu'on est tous tombés dans le panneau. Moi l'année dernière j'étais la première à dire waouh, mais c'est incroyable ce qu'il fait, c'est génial. On le voyait dans ses photos, il fait de l'humanitaire. Enfin, une personne qui se sert de sa notoriété là. Et après, quand on découvre l'envers du décor, ça nous donne plus foi en l'humanité. Et c'est ces personnes-là qui détruisent en fait, les démarches que d'autres, comme Fares par exemple, font réellement. En fait. La démarche qui est effectuée et qui est magnifique, en fait, elle va peut-être finalement en pâtir parce que derrière, je ne sais pas si c'était le cas. Et en fait, pour donner un exemple concret, moi par exemple, quand je suis allé en Turquie, à un moment donné, on a fait une cagnotte. Pour être très précis, et ça m'avait perturbé parce que moi, c'était ma toute première cagnotte. J'ai vraiment très mal vécu, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on a fait une cagnotte parce qu'on voulait, truc tout bête, distribuer des chocolats, des Kinder à des enfants. Je ne sais pas si tu avais vu. Et c'était en fait vraiment, ils nous demandaient ça. On allait voir les familles qui vivaient dans les tentes, du coup. Ils étaient dans les tentes parce qu'il n'y avait plus du tout de logement. Et on demandait à tout le monde de quoi. Donc on faisait en fait ce qu'on appelait l'équipe mobile. On allait soigner des gens dans les tentes, différents types de pathologies. Et on leur demandait de quoi avez-vous besoin. Et en fait, les enfants, ils avaient énormément besoin ils nous disent, c'est ce qui ressortait le plus, les gâteaux, les jouets, etc. Les petits plaisirs à exactement. Donc, nous, au départ, on était 4 en fait, en intervention. On a mis des fonds personnels, etc. Sauf qu'à un moment donné, on était limité avec le nombre de... Et en fait, c'est posé la question avec la présidente de l'association de se dire, est-ce qu'on ne ferait pas une cagnotte? Moi, j'étais un peu réticent parce qu'il y avait déjà des polémiques sur les cagnottes, etc. Et en fait, la difficulté qu'on avait sur le terrain, c'est que par contre, c'est aussi pour parfois, entre guillemets, défendre aussi certaines... Parce qu'il y a les mauvais, mais il y a aussi la réalité du terrain et ceux qui font réellement des cagnottes, qui vont sur le terrain. Et nous, par exemple, on savait que à l'endroit où on était, on n'allait avoir ni facture, par exemple, lorsqu'on allait faire des achats, on n'allait avoir ni justificatif par rapport... Bah oui, c'est tu vois la difficulté. Mais donc en fait, on s'est posé la question, est-ce que réellement on fait une cagnotte ou pas? On l'a fait. Et derrière, on me demandait, moi, en interne, c'est ma sœur, je vous le dis, c'est la présidente de l'association, qui me demandait de faire des vidéos pour justifier en fait, de la distribution, etc. Donc elle est là aussi la limite, c'est-à-dire qu'à cause de ces gens-là, on se retrouve en fait à se devoir se justifier à travers des vidéos pour que derrière en fait on fait pas de polémique. Donc c'est ça le drame absolu, c'est que ces gens-là en fait, en plus de parfois avoir un impact sur la vie des gens réels, comme l'exemple que je disais tout à l'heure avec le fait que les autorités ne donnaient plus d'autorisation pour intervenir sur place médicalement à cause de ces gens-là. En plus de ça, ils nous obligent indirectement à devoir se justifier et donc ça devient, moi à titre personnel j'ai un peu mal vécu parce que je suis médecin, c'est des petits choux en plus naturellement et quand tu lis c'est des petits bébés, enfin des enfants et quand tu lis ton truc, t'as pas le ton téléphone. Donc on va parler d'une cagnotte en tout cas qui va vous redonner le sourire. Voilà le prochain sujet, il s'agit de Patoche et Oli. Donc Oli c'est une tiktokeuse de 23 ans qui a sauvé un SDF de la précarité et aussi de la maladie. Donc, petit magnéto, on va découvrir l'histoire d'Oli et de Patoche. On retrouve Oli, qui s'est lié d'amitié avec Patoche, un homme sans abri. Je vois Monday, mon chien, qui joue avec une personne sans abri, nanan. Et à partir de ce moment-là, en 5 secondes, je me suis dit, voilà, je vais venir tous les jours. C'est 5 minutes pour moi, mais c'est quelque chose qui pour lui était beaucoup. Ouah, pour Patoche! Regarde là. Une malle. Ah oui, c'est trop mignon. Tiens le téléphone. De la nourriture. Patoche! Et de quoi refaire sa garde-robe. Regardez la nouvelle tenue de Patoche. Regardez. Après des années de galère, grâce à Oli, Monday et leurs millions d'abonnés, Patoche commence à remonter la pente
avec à la clé l'espoir d'une nouvelle vie. Mais le 18 octobre 2022, cette belle histoire aurait pu s'arrêter brutalement. Mais il t'aime trop, hein. À ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit que il ne faut pas que je laisse Patoche dormir cette nuit-là dehors. Malgré la fatigue, Patoche prend la route de l'appartement avec Oli et Mandé. Cette main tendue, qu'il accepte pour la première fois, va changer le cours de sa vie. Dans la nuit, il m'a pris un malaise et j'arrivais plus à respirer. La situation empire. Patoche suffoque. Oli décide d'appeler les pompiers. Dans le véhicule du SAMU, Patoche tombe dans le coma. Il est entre la vie et la mort. Oli et Mandé ont peur de ne jamais revoir vivant leur nouvel ami. Patoche se remet doucement de son accident cardiaque. Il peut toujours compter sur le soutien sans faille d'Oli et Mandé. Patoche, lui aussi, commence à croire qu'il a droit au bonheur et à une nouvelle vie. Je suis passé à l'article de la mort, pratiquement. Grâce à elle, oui. J'entame ma deuxième chance. Je ne l'oublierai jamais. Voilà, alors pour recontextualiser la chose, quand Oli a rencontré Patoche, il était SDF dans la rue. Donc il a une histoire assez particulière, Patoche, parce qu'il y a 23 ans, il a perdu sa femme et son enfant qui ont été percutés par un camion. Voilà, une gros accident qui l'a vraiment traumatisé, qui l'a mis vraiment dans les abysses et dans la pire des situations. Il s'en est pas remis, donc du coup, il a fini SDF dans la rue. Et c'est vrai que il s'entendait bien avec le petit chien de Oli, donc qui habite. Voilà, il était à côté de l'appartement, et donc à chaque fois qu'elle le croisait, donc il jouait avec son chien, et c'est comme ça qu'ils se sont liés d'amitié. Donc là, on a pris des nouvelles d'Oli et Patoche, ils vont bien. Donc Patoche, il est toujours voilà. C'est génial. De temps en temps, il va à l'hôpital parce qu'il a toujours des problèmes lourds. Et Oli a créé une cagnotte pour aider Patoche et le sortir un petit peu de cette situation. Et la cagnotte a vraiment bien marché sur les réseaux sociaux. Elle nous a pas, voilà, on sait pas combien ni voilà, ce sont des informations qui sont restées un peu confidentielles. Mais vous pensez quoi de justement, ça donne de l'espoir de voir que des actions comme ça. Génial. Ouais. C'est incroyable. C'est génial. Ça permet de donner des idées aussi, surtout. C'est vrai, ouais. Franchement, quand on voit, justement, les réseaux sociaux permettent de mettre en avant ce type d'initiative. Après, encore une fois, sur l'intention, faire attention à quand on filme, finalement, quel est le but du fait de filmer. Est-ce que c'est pour se mettre en avant soi? Est-ce que c'est pour mettre en avant l'initiative? En l'occurrence, derrière, c'est concret, en fait. On a permis de sortir une personne de sa situation. Et moi, je trouve que c'est utilisé. Les séquences, elles sont émouvantes. Enfin, tu vois qu'elle est sincère dans sa démarche. Ça lui a fait vraiment plaisir de l'aider, tout ça. Parce qu'on retrouve dans ce qu'on fait. L'intention, Puis cette jeune fille aussi, elle est vraiment inspirante dans le sens où, quand elle a vu qu'il était dans une difficulté, voilà, il faisait froid dehors, et difficulté respiratoire, elle n'a pas hésité à le faire venir dans son appartement. Ça, c'est pas une action qui est anodine. Oui, et puis au-delà de l'image, en fait, elle dédiabolise l'image que les gens ont des sans-abri. Les gens ont peur des sans-abri. Bah oui, complètement. Et ils sont jugeants. Ouais. Ils sont jugeants, et alors que quand on fait des maraudes, il y a quelques années, je faisais des maraudes, et tous ces gens-là ont une histoire, en fait. Ouais. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent à la rue. Mais c'est vraiment du jour au lendemain. C'est pas, il n'y a pas eu 6 mois, il n'y a pas eu 1 an. Et c'est des gens qui ont eu des accidents de vie, qui sombrent parfois dans l'alcool, comme cet homme, en fait, dans la détresse la plus intense. Et moi, je trouve qu'au-delà de le sauver, elle montre aux gens qu'il est bon d'aller vers l'autre et de casser cette ignorance, en fait, et d'aller vers l'autre et de ne pas en avoir peur. Ouais, non, le message véhiculé, il est positif. Bien sûr. On peut pas, Bien sûr. On peut pas là-dessus. Ouais. Comme tu dis, ça va au-delà même de l'acte juste de leur histoire à Oli et Patoche. Ça montre quelque chose, ça permet de faire passer un message et de, comme tu dis, dédiaboliser, on va dire, l'image. Bien sûr. Et ce qui est fou, c'est qu'il décompense. Il fait l'accident le jour où l'accident vasculaire ou cardiaque, le jour où il est en sécurité. Son corps, il lâche.
Vous voyez, son corps lâche. Donc il y a des, nous, enfin, on le voit, il y a des, dans un bien sûr, lit depuis plusieurs années. Oui, il y a des gens qui vont dormir pendant 3 semaines une fois en fait, qui sont dans une zone où se sentent en sécurité. Ils vont dormir profondément et parce que le corps lâche, il récupère, etc. Cet homme, en fait, son cœur, il dit bon, là, je peux arrêter d'être en survie. Alors c'est révélateur, hein, à plusieurs niveaux. Je trouve que l'histoire, elle est magnifique, c'est très émouvant. Ça t'est déjà Ça fait du bien d'avoir une histoire comme ça. Oui, ça fait du bien. Ça t'est déjà arrivé justement de discuter un petit peu avec des personnes qui ont été dans des situations comme ça? Dans la rue? Ouais. Ah oui, oui. Ouais. T'as des anecdotes? Moi j'ai le souvenir auditif d'une femme. En fait, on faisait une maraude et en fait cette femme, elle nous voit arriver. Et elle nous voyait arriver tous les mardis. Et ce mardi-là, en fait, elle a crié tellement fort, j'entends encore son cri. Parce qu'elle avait réessayé de retourner vers son conjoint violent. Et il l'avait reviolenté. Et en fait, son cri, ça voulait dire il changera jamais. Et ma situation, en fait, elle est pire. C'est que c'est moi dehors. Parce qu'à cette époque-là, et encore maintenant, c'est aux femmes de partir. Et nous, on filmait pas, mais vous avez des personnes comme ça qui vous marquent. Et moi, ça. Elle en faisait partie parce qu'après, le parcours pour reloger cette femme, c'est compliqué. Hein. Toi aussi, tu as déjà été confronté à des étudiants aussi en extrême précarité? Ouais, il y en a énormément. On en parlait tout à l'heure en off, mais j'ai une anecdote qui est assez parlante. D'une étudiante, en fait, moi je fais toujours des tournées de livraison et sur le trajet, en fait, j'ai Sarah qui m'appelle du pôle logistique et qui me dit j'ai une étudiante qui s'est inscrite récemment et qui a fait une seconde demande où elle précise un peu sa situation et c'est assez compliqué. Est-ce que tu penses que tu peux la livrer? Donc je lui dis écoute, si là elle est disponible, il n'y a pas de problème. Donc je retourne au local, je change le trajet, je vais la livrer. Et en fait, cette étudiante, elle avait subi une opération au cœur. Et en fait, elle n'avait pas pu faire ses partiels du fait de cette opération. Du coup, elle n'avait pas pu valider son année. Elle n'était pas passée en AJAC, donc la bourse avait été coupée. Et derrière, en fait, elle se retrouvait littéralement sans argent. Et quand on vient pour le amener, j'étais avec mon pote, on livre à 2, je viens avec Adam. Et elle nous voit arriver. En fait, elle a limite les larmes aux yeux et elle nous dit en fait, là, ce que vous me donnez, si vous n'étiez pas là, j'aurais pas mangé. J'avais rien. Comment c'est possible? Je saute des repas. Du coup, on se pose, on parle avec elle, on se dit, c'est un truc de ouf en vrai. T'imagines, tu t'as changé sa vie. C'est-à-dire qu'elle t'oubliera jamais. Sur un acte altruiste aussi simple à faire, mais bien sûr, elle ne t'oubliera jamais, c'est impossible. En fait, t'es en elle jusqu'à la fin de sa vie. C'est comment, mais bien sûr, et comment tu peux arriver à une cascade telle? T'as un concours de circonstances, l'opération. Mais bien sûr, mais ça arrive en fait. Parce qu'ils font pas de cas par cas. Moi je le vois. Tout le monde dans le même. Voilà, c'est ça. Je cherche pas à comprendre. Comme elle disait tout à l'heure, t'es pas né comme ça. Il y a forcément quelque chose qui a fait que. Bien sûr. Arrivé là. Oui. On aimerait comprendre pourquoi et comment t'aider. Oui. Et la main tendue, mais bien sûr. Et ont peur, surtout, je pense que c'est la peur qui est la peur, à l'origine de... Et puis la peur de comprendre que ça peut nous arriver à tous. C'est pour ça que les réseaux sociaux, dans ce cas-là aussi, par exemple, sont bons. Parce que ça montre, c'est concret. C'est-à-dire, regarde, elle est étudiante, lambda, et elle a un accident de la vie. Et toi aussi, ça peut t'arriver. Donc, grosso modo, prenez des nouvelles de vos voisins. En fait. Voilà, c'est tout simple, c'est ça, hein, bien sûr. Moi, je voulais revenir aussi par rapport à tes vidéos, Nabil. On t'a vu souvent donner à manger au SDF et tout ça dans la rue. Sur, par exemple, une vidéo où tu donnes du fast-food, tu te casses la figure et tu donnes des fast-food au SDF avec une rose et de l'argent et tout ça. Donc, c'est très cool. Je voulais voir comment tu amènes le sujet... pour pouvoir faire ce type de contenu au SDF. Est-ce qu'il y a une façon de leur parler ou parce que je pense que tu leur demandes de l'autorisation avant de les filmer? Non. Au début, non. Parce que dans ce cas-là, ça serait tricher sur la scène. Mais après, oui. Je leur dis que c'était filmé. Il y a un homme qui s'appelle Denis, qui est un SDF. Sur la chaîne Akhmetov, on avait fait... on l'avait aidé, tout ça, il nous avait donné notre portefeuille, on s'était fait voler de l'argent, on avait fait expérience, faire tomber un portefeuille, plein d'argent devant les gens, et lui nous l'avait rendu. Et du coup, on l'avait aidé, on l'avait habillé, et Denis, je l'ai revu une semaine après,
Il m'a dit que quelqu'un est passé, lui a donné 50 € par rapport à la vidéo. Waouh, Ouais, ok. par rapport Donc à ça a eu un impact positif. un impact positif, ouais. Et tu reçois des critiques aussi Très de ton peu, côté c'est vraiment... Ça t'est déjà arrivé? Ouais, comme tout créateur de contenu, tu reçois tous des critiques. Justement, c'est bien de les lire pour comprendre. Et il y en a d'autres, elles sont juste là pour blesser, mais Oui. elles atteignent rien du tout. Et si elle est constructive, ouais, j'essaie de comprendre. Mais pour les autres itinérants, je leur dis, et s'ils veulent pas, ben, j'y mets pas, tout simplement. Mais ça t'empêche pas de faire ta bonne action. Je la laisse. Mais ouais, en bien fait, sûr. là, ce que vous voyez sur la vidéo, c'est peut-être 50% de ce que j'ai fait. Mais bien sûr. Parce que le reste, j'y ai laissé. Mais je crois que l'humanité, elle a envie de ça. Nous, Ouais. on est dans en tout cas, dans nos domaines, ils se a envie retrouvent, d'être ils se inspirée. croisent. Bah oui. Et elle a envie De la ça. meilleure des façons, de ouais, c'est vrai, douceur et de voir, ah tiens, moi aussi. Surtout la période post-Covid, après l'isolement social Oui. que tout le monde a vécu. Moi, je me souviens, quand Ouais. tout le monde a commencé à pouvoir sortir de chez soi, tout le monde se souriait, tout le monde se disait bonjour. Rien que ça, en fait. Ouais. Et c'est des valeurs qui se sont tellement perdues à travers les années. Je voulais revenir avec toi, Aziza. Lorsqu'on veut aider un sans-abri dans la rue, comment engager la démarche d'aide avec la personne, justement? Comment Alors, est-ce qu'on peut... Moi, vraiment, c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est ce que j'appelle le regard à hauteur. Ouais. C'est vraiment... Se baisser. Ouais, et ne pas avoir la regarder dans du les tout yeux. d'émotions, en fait, qui vont lui rappeler sa situation. D'accord, ok. Ils savent très bien dans quelle situation ils sont. Bien souvent, ce sont des gens qui travaillent en plus. Hein. Les gens ont un cliché en tête de se dire ils travaillent pas, c'est de sa faute, etc. Il y a des gens, énormément de gens qui travaillent et qui sont à la rue, des entrepreneurs aussi qui ont fait faillite et qui se sont retrouvés à la rue, des gens qui ont été saisis, des gens qui ont été malades. Il y a aussi beaucoup de gens en fait qui sortent du système hospitalier de prise en charge psy. Donc, il n'y a personne qui veut être délibérément dehors ou cocaïnomane ou alcoolique. Et donc, c'est les aborder petit à petit. C'est un engrenage qui a fait que, mais et lié, tout le monde peut potentiellement se trouver dans une situation. Ah oui, oui, oui. Les gens se croient à l'abri. Moi, je me sens attaché à eux parce que par rapport à ton chemin, moi, c'est l'inverse. Dans le sens où moi, je suis un enfant des Restos du Cœur, du Secours Populaire, de la Banque Alimentaire, du Secours Catholique. Et j'ai mangé ça pendant 8 ans. C'est long, 8 ans, quand j'étais gamin. Et c'est quelque part leur donner ce qu'ils ont fait pour moi. Bien sûr. C'est pour ça que je serai éternellement toujours avec eux. Alors, tu les abordes en les surprenant, toi. C'est ce que j'ai aimé. Et on voit tout de suite que, notamment celui que tu as évoqué dans la vidéo, il dit tiens, c'est à toi. Il a faim. C'est pour toi. Et il te dit c'est à toi. Donc, j'ai trouvé ça bouleversant. C'est choquant. Hein. C'est bouleversant. Parce que tu te dis, il est vraiment bon jusqu'au bout. Exactement. Et ben, cette image, justement, là, les réseaux sociaux, ils montrent encore une fois la réalité des choses. Voilà. Que c'est un être humain, en fait, qui est dehors. C'est pas quelqu'un qu'on ignore. Et comment, encore une fois, les aborder naturellement. Alors, je sais que ça peut être compliqué. Ça t'est déjà arrivé, parce que toi, je sais que tu as fait pas mal de maraudes, un refus ou même à vous, qu'un SDF refuse. Non, c'est bon. Et c'est dû à quoi? J'ai eu pire. J'ai passé un sandwich. Je te jure, il l'a mis à la poubelle devant moi. Moi, ça m'arrivait à Philadelphie. Ouais. On avait un gars qui était en bas qui s'appelait Connor. Connor, c'est le nom dans Fast and Furious là. C'était. En fait, lui, c'était horrible quoi, parce que il était addict au crack et tout ça. Et ça m'est arrivé j'avais pas d'argent. J'étais étudiante, j'étais fauchée à Philly et je passais. J'avais un Subway. Du coup, j'aurais pu le garder pour plus tard parce que j'avais pas d'argent quoi. Et du coup, je lui donne mon sandwich. Et il me regarde et vraiment il me dit, il m'insulte en anglais, il me dit non mais j'en veux pas ton sandwich. Oui mais là il y a c'est parce qu'en fait il y a une addiction. Mais bien sûr. Parce qu'il est tellement dans l'urgence d'avoir sa dose et que ça le frustre en fait. Et c'est des réactions comme ça. Moi, j'ai eu des peurs, pas des refus. C'est peut-être pour ça aussi que les gens ont peur aussi d'aller vers... Oui, quand il y a une addiction, bien sûr, parce que des fois, on ne sait jamais... puis il peut y avoir aussi une pathologie. Hein, mais moi, c'était des peurs, en fait. Ça n'a jamais été des refus. Peur qu'on leur retire leurs animaux. Souvent, ils ont beaucoup de chats ou de chiens. Ouais, c'est vrai, ouais. Et si tu mets
t'es sûr, tu me retires pas mes chiens ou mes chats et voilà. Mais j'ai jamais eu de refus. Refus, c'est que j'ai eu, c'est Madame, vous êtes un peu connue sur les réseaux. Est-ce que vous allez parler de moi, etc. Ou refus de prise. Donc c'est vraiment la crainte d'être exposé. D'être exposé, et parce que ça aussi faut l'envisager. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des codes de déontologie qu'il faut mettre en place quand on va venir en aide à une personne dans la rue? Alors, moi, je ne parlerai pas de code, mais plutôt de respect de leur timing. Parce qu'ils vivent dans un espace-temps qui est complètement différent du nôtre. Il y a plus de distinction limite entre le jour et la nuit. Et bien souvent, ils dorment très, très peu. D'ailleurs, on sait qu'au-delà de 3 jours dans la rue, il y a pour les femmes un risque d'agression sexuelle. Bien sûr, et pour les hommes un risque de bagarre et il y a un début en fait d'alcoolisation pour oublier qu'ils sont dans la rue. C'est très violent d'être. Et puis autre drogue pour échapper à la réalité de leur quotidien. Et donc c'est pour ça qu'on essaye au maximum de sortir les femmes rapidement de la rue parce que c'est très violent. C'est vrai. Et les hommes, en fait, ce qui est délicat, c'est que c'est leur fierté que ça va venir toucher et leur dignité. La femme, elle va se dire, allez, il faut que j'y aille. Quand vous les voyez très abîmés dans la rue, c'est parce que la société, elle a manqué dans l'ego, quoi. C'est pas dans l'ego, on est dans la survie. Oui, voilà. Et on a failli, on a tous failli. C'est la société, en fait, qui a failli à son devoir d'aide et de secours. On le voit à l'hôpital, par exemple. Oui, voilà, toi qui es médecin urgentiste, on le voit, tu as des anecdotes? En fait, c'est une population importante des consultations aux urgences, forcément, parce que forcément, il y a plein de problématiques. Ils sont souvent amenés par les pompiers. Ils ne veulent pas venir d'eux-mêmes, parfois pour des trucs gravissimes. C'est-à-dire qu'il y a les pompiers qui se rendent directement, ils ont été appelés par des personnes autour, et en fait, ils ne veulent pas venir. Donc, il y a tout ce... Effectivement, tout à l'heure, tu parlais de refus. Tu les sors voilà, de leur... Ils ont peur. Tu parlais de refus tout à l'heure. Effectivement, parfois, nous, aux urgences, on a cette difficulté. C'est un rapport qui est très différent. Moi, je trouve qu'il se rapproche du rapport qu'on a avec l'enfant. C'est comme la personne âgée, l'enfant, et il y a aussi ils sont vulnérables. Voilà, ils sont vulnérables, il faut savoir les écouter. En fait, nous, on a cette difficulté dans notre pratique, c'est qu'on est médecin urgentiste, et en fait, souvent, on se retrouve dans une situation, surtout en France, vous entendez l'actualité, c'est qu'on a énormément de monde à voir. On a cette grande problématique de la crise de la médecine d'urgence, et on a ce rapport finalement qui est hyper important à l'écoute. C'est-à-dire qu'on est médecin urgentiste, on doit aller vite parce qu'il y a beaucoup de gens à voir, mais à côté, on sait que ces patients-là ont besoin d'être écoutés. Et en fait, parfois, quand on veut les soigner, on fait des stratégies, mais c'est pas méchant. C'est qu'on a des stratégies finalement de connexion. De connexion pour pouvoir aller finalement dans le concret et dans la prise en charge médicale. Et tout à l'heure, tu posais la question du refus. On a souvent des refus de prise en charge médicale. Tu parlais aussi de problématiques psychiatriques ou médicales. Ça, on a un peu moins le problème parce qu'en fait, on arrive assez facilement avec les psychiatres à se dire, en fait, on classe les patients et on a cette possibilité de dire, cette personne-là, elle peut atteindre à sa propre santé et donc prendre une décision à l'encontre du patient, ce qui est quand même... une des possibilités. C'est facile. J'ai le sentiment qu'en France, déjà, on a de la chance au niveau médical et tout ça, c'est quand même vachement bien organisé. Je ne sais pas si vous avez vu, dernièrement, il y avait une vidéo sur les réseaux sociaux d'une dame à Los Angeles à qui on a refusé une urgence médicale parce qu'ils pensaient que c'était une nana qui était dans la rue, etc. Ils pensaient qu'elle faisait de la comédie. Ça, c'est dramatique. Ça. C'est dramatique. On a cette chance en France d'avoir un système où en fait nous ce qu'on dit souvent entre nous, c'est que on a la chance d'avoir un système où on soigne et après on parle et après on voit, c'est-à-dire alors qu'aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, c'est l'inverse, c'est ok, est-ce que tu peux payer et ensuite on va discuter de soins. C'est horrible. C'est terrible. Non, c'est déshumanisé en fait. Exactement. Donc écoutez, là je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets. Donc alors finalement, quelles sont les choses à retenir? Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. J'ai fait une petite liste. Donc la communication avec les personnes dans le besoin pour savoir comment les aider et les aider au mieux sans leur imposer quoi que ce soit. L'aide doit se faire pour les autres et pas pour soi-même. Donc ça aussi, on l'a vu. C'est fondamental. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Être aligné en fait. Être aligné et faire dans l'altruisme et pas pour l'ego. Exactement. Parce que l'ego, il vous mènera à votre perte. Exactement. Donc, voilà.
Non, ça c'est réel. Le fait d'aider ne doit pas être une raison de se sentir supérieur à qui que ce soit ou de donner des leçons de vie à autrui. Jamais. Bien sûr. Jamais ça. Jamais. Jamais. Veiller à ce que les cagnottes soient bien associées à de véritables ONG. Oui. Ouais. Respecter la dignité humaine et ne pas tomber dans le misérabilisme. Donc ça, Ouais. on le voit Ouais, par rapport... Bien sûr. De toute façon, avec les cagnottes, je crois que le gouvernement il prévoit une loi sur les influenceurs, je crois. On va payer à cause d'eux, on va être plus serré maintenant. Ouais, Le contenu va être... consultation, effectivement. Oui, pour, ouais. encadrer un passer peu le... plusieurs choses. Là. Mais moi, C'est encadré, je trouve ouais. que malgré tous les défauts ou les limites qu'on a pu relever, ce que je relève, moi, des réseaux sociaux, en fait, tels que nous, on les envisage, c'est magnifique. Ouais, parce que ça va beaucoup plus vite. C'est un accélérateur C'est ça. de projets, Ouais, comme on l'a pu le exactement. voir C'est avec magnifique. Bien sûr. toutes tes associations. On rencontre des petits choux comme lui qui développent des trucs. Non, parce que Elle nous, on est des grands. t'infantilise, il va On est des grands quand même. Ça va pas lui plaire. C'est vrai. Non, mais c'est extraordinaire. Ben, par Ouais. exemple, là, on sait en fait que nous, on a réussi via en fait toi, parce que on est un peu grand par rapport à toi. Ça veut dire que, enfin, et ta maman aussi, tu vois. Donc c'est sociétal. Ouais. On a tous contribué quelque part à ce qu'il utilise aussi ça, son expérience, etc. Et moi, je trouve que effectivement, on pointe du doigt des dérives, mais je crois qu'il y a plus de réussite Bien sûr. que de dérives. En fait, je pense qu'il faut quand même, pas forcément le mot pointer du doigt, mais il faut en être conscient pour pouvoir avancer dans le meilleur cadre possible. Oui. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a plu, que vous avez appris Tout. Tout. De A à Z. Ouais. Ah, moi, j'étais super content d'être parmi vous, d'être avec Life ONG aussi. Ça m'a fait super plaisir. Et quoi qu'il en coûte, le bien, il en fera toujours ça. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, on véhicule quelque chose à notre niveau, en fait, qui se déploie. Et par exemple, nous 5, on est animés par la même chose. Ouais. Et Life l'expose plus, encore plus. Et je trouve ça génial. En fait. Je suis d'accord. Et surtout qu'en fait, grâce à ce type d'émission, on se rend compte finalement que l'intérêt finalement des réseaux sociaux et à travers finalement des créateurs de contenu, la bonne manière de les utiliser. C'est aussi une formation à ceux qui vont nous écouter et leur dire voilà comment voilà notre point de vue et comment on voit la bonne utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est cette vision que je trouve qui est intéressante de l'émission. Non, le sujet, ouais, exactement, permet de aussi casser certains mythes et mettre en avant des initiatives positives. Et en fait, c'est un outil, encore une fois, les réseaux sociaux. Donc, on peut en faire tout ce qu'on veut. On peut en faire des choses positives comme des choses négatives. Donc, merci beaucoup à Life ONG. Voilà, et merci. Si vous voulez faire un don à Life ONG, je vous rappelle que vous avez le lien en barre de description. Donc, ça sera utile pour les personnes dans le besoin et la nécessité urgente aussi, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'urgence et même 1 euro. On avait lancé l'action 1 euro pour un repas. Pour vous, ça peut paraître rien, mais c'est énorme pour certaines personnes. C'est vrai. Donc, allez suivre nos invités sur les réseaux sociaux. Yovan, qui a toutes ces choses devant lui à son jeune âge. Nabil également, qui crée du contenu, qui crée des émotions et qui va réaliser de très grandes choses, j'en suis sûre. Docteur Dodi, médecin urgentiste, et franchement, ces vidéos, elles sont top. Vous allez en apprendre beaucoup. Et notre thérapeute slash hypnose, reste de l'hypnose et tout, parce qu'on vous l'a pas dit, elle fait de l'hypnose, notre Aziza. Oui. Et merci en tout cas pour toutes les notions qu'on vient d'apprendre aussi sur le plateau, parce que avec c'est vrai grand qu'on a bonheur. beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et on vous dit à très vite ciao, pour les un nouveau sujet avec Live Talk. Salut.